on reprend. On va patienter le temps que les gens arrivent. Oui, tout à fait. On a été coupé. On Donc patiente, on reprend patiente. tranquillement Mhm. pour ce 4e épisode. Bonsoir aux premiers qui arrivent. Et bonne fête. Bah, du coup, alors, on commençait à peine à parler que ça a été interrompu. Bon, c'est pas grave, on relance en espérant Ouais. que cette fois ça fonctionne. C'est que si Donc, c'est bienvenue la à tous. N'hésitez pas si vous souhaitez partager la vidéo, bonne. que ce soit maintenant ou bien plus tard, hein, pas de souci. Effectivement, on espère que vous passez de bonnes fêtes, de bons moments entre amis ou famille, mais surtout du Ouais. repos. Et contrairement à nos gouvernants, Eh oui. toujours une pensée pour les personnes les plus démunies, Mhm. les personnes qui aussi sont sans abri ou voilà, Oui. qui sont isolées. Tout à fait. Faut jamais oublier de penser à eux. Alors du coup, ce soir, c'est le 4 sur 5 Oui. sur 4e l'enquête de la épisode, dette, ouais. Tout à fait. sur la dette, pardon, concernant les communes et le Pôle emploi. Oui, tout à fait. Alors, la virgule n'est pas sans raison. La Non. virgule, c'est pour séparer les deux sujets, même s'ils sont tous les deux abordés pendant ce live. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les communes brièvement et ensuite pourquoi le Pôle emploi? Alors les communes, c'est très simple, c'est le lien avec le live qu'on avait fait sur les hôpitaux, où on avait montré en fait que les banques avaient refourgué des emprunts toxiques aux hôpitaux, des emprunts plus que puants. Là, on va retrouver ça aussi sur les communes, et on est quand même à la veille des municipales. Donc ça montre bien que les banques, dès qu'elles ont l'occasion, elles refourguent de la merde aux communes, aux hôpitaux, à l'État, à tout le monde. Et Pôle emploi, parce que c'était une chose qu'on avait abordée dans la sécurité sociale, mais on n'avait pas été jusqu'au bout. Et c'est un peu complexe, mais on va revenir dessus. Il y a l'État, il y a la sécurité sociale et il y a l'assurance chômage. Et là aussi, il y a une dette. Et là aussi, il y a de l'usure. Voilà. D'accord. Comme ça, on aura un tableau d'ensemble à la fin de ce 4e live. Ok. Et juste une dernière chose, je pense que c'est important, c'est que tout le monde ait à l'esprit, c'est que c'est un système. C'est pas tel ou tel excès, c'est général. Dès que les banques ont le moyen d'appliquer l'usure, le chantage et l'arnaque, elles le font et elles l'ont fait. Et elles continuent à le faire tant qu'on n'aura pas de banque nationale, ou de rétablissement de la banque nationale. Donc c'est aussi la vertu de ces différents lives, c'est tout un système. Ok. Qu'on est en train de décrire. On va commencer du coup par les communes. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à la dette publique? Alors, moi, il me semble, et tu me dis si je me trompe, oui. À l'époque, tout comme l'État, les communes empruntaient à taux zéro ou à taux très faible. C'est ça. À la Banque de France. Tout à fait. Et du coup, depuis 73, plus globalement 93, ça a été mis en application en 93. Ouais. Du coup, ce n'est plus le cas. Ouais. Les communes aussi ne peuvent plus emprunter à des taux d'intérêt quasi nuls, quoi. Quasi nuls. Ou nuls. Alors, pour les communes, c'est un peu différent. La date, c'est 1989. Jusqu'en 1989. Les communes, aussi les départements, les régions, ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Mais là, on va parler des communes pour faire simple. Mais c'était vrai à l'époque pour les départements, puis plus tard les régions à partir de 82. Jusqu'en 89, les communes peuvent emprunter à ce qu'on appelle le crédit municipal. Le crédit municipal, c'est le relais au niveau local de la Banque de France. Mmh. Et ce crédit municipal prête aux communes à des taux d'intérêt très faibles, ce qu'on appelle un crédit à l'époque bonifié, en dessous des taux d'intérêt du marché. Mais bonifié, la définition de ce mot, c'est quoi? C'est-à-dire proche de zéro. D'accord. Ou à zéro. Ça dépend, pourquoi, etc. Il y a différentes conditions, etc. Mais en gros, jusqu'en 1989, taux d'intérêt nul ou quasi nul. Pour les communes. Et tout ça, c'est via la Banque de France. Voilà, c'est tout. Ok. Donc c'est 89 le changement, pas 93. Ok, alors moi, si je te pose une question, là, comme ça, de façon, on dirait aléatoire, qu'est-ce que tu pourrais dire
te concernant. Ouais. Moi, je pense à ça là aujourd'hui parce que ça va arriver, les prochaines municipales. Et oui. Donc communes, municipales, hein, c'est relié. Bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait encourager une personne à aller voter pour tel ou tel candidat? Pour les gens qui souhaiteraient voter. Ah. Comment ne pas se tromper? Mhm. Parce que les municipales, contrairement aux présidentielles, etc., Oui. c'est différent. Oui, tout à fait. Alors en quoi c'est différent? Bah déjà, c'est quelque chose où le citoyen et la citoyenne a encore un peu prise. C'est-à-dire? Bah, c'est au niveau local, c'est des choses, des dossiers qu'on comprend, des enjeux que l'on comprend, c'est immédiat, c'est dans le quotidien. Donc déjà, le premier critère, si on va voter au projet municipal, c'est le projet au niveau local, en termes d'aménagement du territoire, pour son patelin, pour son village, pour sa ville, pour son arrondissement, si on est dans une grande ville. Voilà. Et la deuxième chose, c'est d'aller discuter avec les candidats potentiels et d'aller leur poser la question de morale à dette ou pas. C'est en dehors des municipales en tant que telles. C'est pas la Banque nationale, c'est pas dans le domaine des municipales. Mais vous pouvez utiliser ce qu'on va développer là, dans les quelques minutes qui viennent, sur comment les communes se sont fait arnaquer, en leur expliquant ça, savoir s'ils connaissent, ils connaissent pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, ils sont choqués, ils sont pas choqués, etc. Un point de vue moral. Moral à dette ou pas moral à dette? Ça peut être un de vos critères à vous, pour juger si le ou la candidate, ou les candidats, c'est une liste, sont sérieux ou pas. En plus du projet local qui est proposé pour votre village, votre ville, votre arrondissement. Bah alors par exemple, pour les personnes qui sont plutôt réticentes, qui vont dire bah, « je vais pas voter parce que de toute façon les partis politiques, excuse-moi de le formuler comme ça, je les emmerde. Bon. Au moins ça c'est clair, c'est dit, Après, ça le mérite d'être clair. Par contre, là je vais te poser la question, supposons, c'est pas le cas, supposons que moi, voilà, au niveau de Paris, dans mon arrondissement, je vais à la rencontre, je vais poser la question, morale à dette, pas morale à dette, il n'y a pas de problème. Mais en fait, les personnes qui débarquent comme ça, n'importe qui peut s'inscrire sur les listes, en fait, pour être éventuellement élu. Ça ne veut pas dire que ça arrivera forcément, mais tout le monde peut concourir, quoi. Oui. Ok. Mais tout le monde peut concourir, ça veut dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Non, parce que au niveau local, d'abord, souvent, c'est le maire ou la maire qui existe. S'il veut renouveler dans la liste, il va aller voir telle ou telle personne et lui proposer d'être sur la liste. Et si c'est dans les grandes villes, le problème, c'est qu'on ne peut pas se présenter tout seul. Il faut se présenter sur une liste. D'accord. Donc vous devez présenter une liste de 10, 20, 30, 40 personnes pour former le futur conseil municipal. Donc vous devez trouver, si vous voulez vous présenter, 19, 20, 25, 30, ça dépend où vous êtes, de la taille de votre ville, copains et copines qui veulent bien se présenter. Donc c'est pas si facile que ça, en fait. Mais maintenant, dans les villages ou dans les petites villes, de moins de 2000 habitants en France, beaucoup de gens se présentent comme conseillère ou conseillère municipale à l'invitation du maire sortante qui se représente ou de la maire sortante qui se représente, ou alors des habitants qui s'organisent entre eux. Et là, il n'y a pas des questions d'étiquette, de gauche, de droite. C'est des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, sans étiquette, sans culture politique, qui décident de se retrouver ensemble pour le bien-être de leur commune, de leur village. Pour le lieu commun. Voilà. Donc ça, c'est plus facile peut-être au niveau local, parce que déjà, c'est des listes plus petites. Et les étiquettes jouent beaucoup moins qu'à Levallois-Perret, ou à Clichy, ou à Paris, ou à... je ne sais pas où, ou à Marseille. Alors, sur le niveau Lyon, local, c'est immédiat sur les effets. Ok, mais par contre, moi, je vais te poser quand même la question. Mais comment savoir si tu te fais pas entuber pour voter, en votant pour une personne, pour un groupe de personnes qui veulent se présenter? C'est pour ça le mort à la dette. Oui, mais tu peux poser la question et la personne peut te dire ouais, mort à la dette. Ouais, mais après oui. Bon, alors, c'est une façon un peu de tester, voir si les personnes sont au courant de cette question-là. Il ne faut pas le prendre d'un point de vue, vous allez interroger quelqu'un, vous, personnellement, auprès d'un candidat. C'est que c'est quelque chose qui est discuté dans le pays, que les gens ont en tête. Donc vous allez voir si un candidat ou une candidate est réceptive à quelque chose qui est discuté dans le pays. C'est quelque chose qui existe. Donc vous voyez un petit peu... tu vois, moi je l'aurais joué plus sournoise. Inviter les gens à les poser la question, poliment, pas de souci. Mais en fait, en filmant. Allez, on recorde, on va voir, c'est en live. S'ils peuvent faire en live, c'est très bien. Mais ils enregistrent ça sur l'ordinateur ou pas, peu importe, ils diffusent la vidéo. Bon, si c'est pas en live.
Et puis, si jamais les personnes sont élues, eh oh, vous vous rappelez de ce que vous avez dit? Ouais. Alors, vous faites quoi pour changer les choses là? Ou même un petit papier, A4. Hmm. Je m'engage à, sur cette question-là. Pourquoi pas? Ah, les gens ont du mal à signer. Hein. Quand tu rentres dans la politique, t'aimes pas signer tout et n'importe quoi. Hein. Alors, il y a une chose Par contre, t'aimes bien faire signer ça à n'importe qui. Alors, une chose qui est à retenir. Ouais. Le futur conseil municipal, une fois qu'il est élu, voilà, il peut faire ce qu'on appelle un vœu. Ce n'est pas une loi, ça n'a aucune valeur de contrainte, mais c'est un vœu où le conseil municipal, sur une question nationale, sur une question d'intérêt général, qui n'est pas de sa compétence, dit, nous, le conseil municipal de telle ville, de tel village, sur la question de la dette, par exemple, nous pensons cela. Okay. Et ça, c'est un vœu, et ça remonte à la préfecture. Voilà, au niveau donc du représentant de l'État au niveau local. Ok. Bon, ça a une valeur symbolique, mais en tout cas, sur cette valeur symbolique, le citoyen, la citoyenne peut demander au futur conseil municipal de s'engager sur un vœu s'ils sont élus, par exemple, sur le mort à la dette, par exemple. Okay. Alors, c'est important parce que pour faire le lien quand même avec la question municipale et les candidats au municipal. Depuis 1989, les communes ne peuvent plus emprunter à une banque publique, mais peuvent emprunter que à des banques privées. Ça, c'est une première étape. Mais il y a une deuxième étape dans les années 90, c'est que les banques, certaines banques, ont commencé à refourguer vraiment de la merde aux communes. Ce qu'on appelle des prêts à taux d'intérêt variable, où les taux d'intérêt ne sont pas fixes, mais varient en fonction des marchés. Ce qu'on appelle les emprunts toxiques. Et en fait, au moment de la crise financière de 2007-2008, parfois, on a vu... C'est un peu le même principe que les hôpitaux. Exactement, c'est la même chose, c'est le même type de pro. Alors juste la petite anecdote qui est tout à fait révélatrice, j'en avais parlé sur les hôpitaux, mais c'est vrai, là c'est dans le cas d'une commune, donc dans la Loire, le département de la Loire. Elle a contracté un emprunt auprès de la Caisse d'épargne. Le nom de l'emprunt, le nom du contrat de prêt, c'est TOFIX, TOFIX. Et c'est un contrat de prêt à taux variable indexé sur le franc suisse. Hop, ça veut dire... Entubé. Entubé. Je explique très simplement, et comme ça vous allez comprendre ce que c'est un prêt à taux variable. Ça peut être valable sur le prix du baril de pétrole, ça peut être valable sur le prix de l'or, et ça peut être plein de choses. Mais là, dans le cas du taux fixe, qu'ils ont vendu donc à une mairie une des mairies du département du 42 de la Loire, c'était indexé sur le franc suisse. C'est-à-dire, c'était le taux de variation entre l'euro et le franc suisse. Si le franc suisse et l'euro, en fait, il y avait une variation qui changeait, ça faisait varier le taux d'intérêt annuel de la mairie. Eh bien, il se trouve que cette mairie s'est retrouvée à un moment donné, en 2012, à cause de son prêt, à un taux d'intérêt annuel de 25%. Il est passé de 7%, 25%. Ouais, j'ai même dépassé les coûts. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on appelle un taux variable. Et ça, dans les années 90, ça s'est développé au départ dans les communes anglaises. Et ils ont exporté ça en France. Et la banque qui a fait ça, qui a entubé le plus, c'est pas la Caisse d'épargne, même si là j'ai cité un exemple de la Caisse d'épargne, c'est Dexia. D-E-X-I-A. Banque franco-belge. Voilà. C'est la même banque par rapport aux hôpitaux. Ah oui, c'est la même qui a refourgué de la merde aux hôpitaux. Et qui a été rachetée après par... Alors, 2011, faillite. Voilà. Il faut éponger. Qui éponge? 3 États. Le Luxembourg, la Belgique et la France. Ils ont épongé les 3 à hauteur de 7 milliards. Et pourquoi le Luxembourg? Parce qu'ils avaient des capitaux au départ dans cette banque. En gros, en 1989, je parlais de 1989 tout à l'heure, ils ont pris la Banque publique de France, Crédit municipal, et ils ont pris une banque publique belge, Crédit local de Belgique, et ils ont pris également des fonds de Luxembourg, là j'ai pas le détail. En gros, ils ont fusionné les 3 et ils ont fait une banque privée qui s'est appelée Dexia. Et au départ, d'ailleurs, elle s'appelait Dexia Crédit Local, en référence au crédit local. Et cette fusion fait qu'il y avait des intérêts français, des intérêts belges et des intérêts luxembourgeois dedans. Du coup, on se retrouve plus tard, donc ça c'est 1989, 2011, la banque tombe en faillite, elle a fait des conneries en bourse monumentales, je ne rentre pas dans les détails, elle est en faillite, et l'État belge, l'État français,
l'État luxembourgeois, c'est-à-dire le contribuable français, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, là, on a dû éponger. Et bien la part de la France pour éponger en 2011, je dis bien en 2011 juste, 3 milliards. Ouais, ouais. C'est-à-dire ça fait partie du budget de l'État, c'est-à-dire de nos impôts et taxes, 3 milliards qui n'ont pas été dans un hôpital, qui n'ont pas été pour un nouveau commissariat de police flambant neuf, qui n'ont pas été pour un nouveau collège ou ne serait-ce que repeint. Non, 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 3 milliards pour renflouer la banque Dexia en faillite en 2011. Ok. Donc, quand on va un peu sur le sujet, cette question de morale à dette, du point de vue des municipales, c'est pas du tout déconnecté. Donc, bon, ça, c'est des détails, c'est des éléments. Mais allez voir vos conseillers municipaux actuels ou qui se présentent pour être le futur conseiller municipal. Posez-leur ces questions. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous trouvez ça immoral et dégueulasse? Ouais. Déjà, savoir leur point de vue. Et ensuite, voilà, il y a ce vœu que peut faire la commune en tant que conseil municipal en disant sur cette question-là, bah, voilà notre position. Ok. Donc voilà. Retenons, 3 milliards, c'est toujours un. C'est de l'argent en moins. Ah, bah oui. C'est de l'argent, j'ai envie de dire, Perdu. bah, jeté par les fenêtres. Ouais, Perdu. Enfin, Ouais. pour moi, c'est perdu. Perdu. Mm. Voilà. Ok. Ok, ok. Voilà. Ah oui, alors peut-être, oui, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez regarder les communes concernées par ces emprunts toxiques. Mhm. Ça a fait un tel scandale que depuis 2012, comme dans le cas des hôpitaux, ça baisse maintenant. Ok. Mais si vous voulez regarder, vous faites carte emprunt toxique Libération, parce que c'est le journal Libération qui, à l'époque, avait fait une carte de France avec des points de couleurs différentes. Alors, je vais t'écouter, mais en même temps, je vais les Ouais. faire pour les gens, comme D'accord. ça, eux, ils pourront. Bien sûr. Bien sûr. Alors, 2 secondes, je prends Ouais, le ouais. stylo. Excusez-moi, je suis pas gauchère, donc... Mais c'est assez édifiant de regarder cette carte parce qu'en fait, c'est pas 10, c'est pas 100 communes, c'est des milliers de communes qui ont été concernées, départements. Voilà. Ok, alors vas-y. Bah, du coup, tu peux me le dicter? Oui. Hop, pardon, excusez-moi. Donc vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous tapez carte au singulier des emprunts toxiques et vous rajoutez Libération avec un L majuscule qui est le nom du journal qui a publié ça. Et vous allez très rapidement vous retrouver avec la carte. Et donc ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est que vous allez voir des points jaunes, des points oranges et des points rouges en fonction de la toxicité de l'emprunt. D'accord. Le taux d'usure, c'est de l'usure, hein. Mhm. Mais l'usure à 20%, l'usure à 30%, l'usure à 40%, en gros cette carte elle le montre. Et vous allez voir le nombre de points, c'est assez édifiant. Voilà. Voilà. Donc ça c'est... vous pouvez aller voir par vous-même, je crois que c'est assez révélateur. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous pouvez imprimer cette carte et la montrer aux futurs conseillers municipaux ou aux candidats et leur demander s'ils acceptent ça ou pas. Ok. Donc là, globalement, bon, je fais un récap. Hein. Ouais. Hop, excusez-moi. Hop. Si je mets pas 2.
Donc, je sais pas si tu vois à l'envers. Donc, j'ai Si, marqué commune de 1945 à 1993, empruntée à 0%. Voilà. Donc, parce qu'il y avait banque publique. Ouais. Hop. Et là. Voilà. Maintenant, c'est banque privée. Ok, c'est un rappel, hein, excusez-moi, parce que du coup, il y a des Oui, personnes bien qui ont sûr. déjà vu plusieurs lives, donc ils suivent un petit peu ce qu'on a pu faire, mais Ça d'autres tient, non. ça, Donc voilà. ça pourra un Tout à petit fait. peu les aiguiller, quoi. Tout à fait. C'est cool. Voilà, moi, j'ai Alors, pas... je leur donne juste un petit Ouais. aperçu. Ah bah voilà, tout simplement. Hop, Oui, si vous arrivez à voir, ça donne à peu près ça. mais vous pouvez aller voir le détail, vous pouvez consulter point par point. C'est là que j'ai trouvé l'emprunt TOFIX. Attends, je vais essayer de zoomer du côté du 93, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tant qu'à faire. Bah, la Seine-Saint-Denis déjà, le département de Ouais, Seine-Saint-Denis. ouais. J'attends que ça charge. Voilà. Mais voilà, je crois que les images parlent plus que les paroles. Vous voyez le nombre de points, c'est assez... voilà, c'est pas 10, c'est pas 100 dans le pays, c'est des milliers. Donc le 93, hein. Alors attends, je vais prendre en... Hop, 93. Hop là, on est là. Attends, hop, faut que je fasse ça. Cette zone-là, 93. Voilà. Vous voyez? Donc, Oui. en fait, oh, je peux pas. Ça me fait un truc bizarre avec le téléphone. Non, mais je pense Donc il y en a que certains en jaune, là, d'autres en orange, mais il y en a plein en rouge, quoi. voilà, c'est les plus toxiques. Noisy, Bagnolet, Mhm. oh là là, Rony, Aulnay. Mais c'est vrai pour Bon, là, tout, c'est 95, là. ouais. Mais ouais. Mais bon, chacun peut aller voir par chez soi si ça existe ou à côté de chez soi. Et puis voilà. C'est très bien fait. Quand on clique dessus, il y a tout le détail, Ouais, le ouais. nom du contrat, Mhm. en quelle année, le taux de toxicité. C'est vrai que ça fait bizarre de parler d'un prêt, le taux de toxicité du prêt. Mais... Une dernière précision quand même sur ce chapitre-là avant de passer au deuxième qui est la question du pôle emploi. On va s'attarder plus. De la même façon qu'avec les hôpitaux, ça a fait un tel scandale que l'État a dû réagir. Ok. La réaction de l'État était la suivante, comme dans le cas des hôpitaux. On va faire un fonds. Désolée si on entend mon ventre, hein, je suis désolée. Ouais, on va faire un fonds qui va aider à payer ces emprunts toxiques. Et l'État a vendu le truc, en termes de com, en disant les banques, on les a forcés à mettre dans ce fonds. On avait vu que dans le cas des hôpitaux, c'était vrai et c'était faux. C'était vrai en apparence, mais quand on creusait, c'était faux. Et que même nous, les assurés, nous qui payons des cotisations via la différence entre le salaire brut et le salaire net, l'assurance maladie qu'on cotise, les charges. On avait payé une partie de ce fonds. Pas tout, mais une partie de ce fonds. Et que les banques, au final, avaient gagné plus d'argent que ce qu'elles avaient dû dépenser dans ce fonds, parce qu'elles avaient accepté de renégocier certains contrats, passer de taux d'intérêt variables à des taux d'intérêt fixes, mais moyennant une commission. Et l'ensemble de ces commissions fait qu'elles avaient gagné plus d'argent que ce qu'elles avaient dépensé. Et ben en gros, pour les communes, c'est pareil. Mais non seulement ça, mais encore plus vicieux, l'État qui ne fait pas son travail. L'État, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Sarkozy, c'est pas Hollande. L'État, c'est les institutions qui doivent défendre l'intérêt général et l'intérêt du peuple français. L'État a contraint les communes à dire soit tu acceptes ce fonds qui va t'aider à payer tes emprunts bordel, tes emprunts toxiques, soit tu n'acceptes pas. Mais si tu acceptes d'utiliser ce fonds pour t'aider à payer, dans ce cas-là, tu acceptes, tu signes un papier comme quoi tu ne vas pas porter plainte au tribunal pour le fait que les banques aient abusé de toi. Donc c'est une contrainte. Excuse-moi, ton téléphone, ça a dû... Ah non, ça n'a pas coupé. Ok, on est toujours là. Oui, okay. Normalement c'est bon. Donc conclusion, l'État a fait la même chose qu'avec l'hôpital, c'est-à-dire il y a un tel scandale, on vous aide à payer et on demande aux banques de payer. Mais les banques ont accepté à la seule condition que quand les communes veulent renégocier, il faut payer. Et au final, la grille du fric.
Et l'autre chose, qu'il n'y avait pas dans le cadre des hôpitaux. Il y avait pas Franchement, ça. ça fait des cheveux blancs, ces trucs-là. Oui, c'est parce qu'on a ça des fait mal à la traîtres tête. Hein. à la tête de l'État. On a des serviteurs de l'oligarchie financière, du monde bancaire, financier. Comme diraient nos camarades, des valets serviles. Voilà, des valets serviles. Mhm. Et pas des gens qui ont une culture de l'intérêt général et qui sont dans l'État, sont dans les institutions pour défendre. Les institutions, ce sont des outils. C'est comme un marteau, comme une enclume, voilà, comme un tournevis. Ce sont des outils pour. Ouais. Non. Mais en plus, et là, à la différence des hôpitaux, ils ont obligé les communes à dire, ok, on te donne un coup de main, mais en échange, tu signes un truc comme quoi tu n'attaqueras pas au tribunal les banques. Parce que certaines communes ont attaqué les banques au tribunal et elles ont gagné. C'est-à-dire que certains tribunaux ont reconnu que les banques avaient vendu des contrats sans dire exactement le détail, malgré les astérix dans le contrat, qu'elles avaient menti. Elles ont réussi à prouver, certains tribunaux elles ont volontairement omis de préciser beaucoup de... Voilà. Donc, dans certains cas, les banques ont perdu. Et c'est là que l'État, qui travaille plus pour les banques que pour les gens, et pour les communes, a paniqué en disant « Oula, mais si on laisse des milliers de communes porter plainte et que les banques perdent, ça va déstabiliser tout le système bancaire. Oh !» Donc, on impose aux communes de dire « Ok, on vous aide, mais en échange, tu n'attaques pas les banques. » Tout ça, c'est dans ce système-là, c'est comme au moment des hôpitaux, 2012-2013. Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Voilà sur l'essentiel, sur la question des communes. Retenons le positif et l'essentiel. Jusqu'en 1989, les communes empruntaient, non pas sur les marchés financiers, mais auprès d'un bureau local, on va dire ça comme ça, de la Banque de France, des crédits bonifiés proches de 0%. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer... On peut y revenir. Ah ben, il faut, en fait. Il faut y revenir. C'est pas... On peut. D'où le moral à la dette, c'est ça. C'est revenir à cette idée-là. Oui, bien sûr. Après, dans les détails, on ne fera pas comme à l'époque. Mais sur le fond, on fera comme à l'époque. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, bon. Oui. Le pôle emploi. Oui, c'est un gros... le pôle emploi, machin. ça parle à beaucoup de gens. Oui. Bon, ça parle à beaucoup de gens parce que de toute façon, quand on bosse, on cotise. Oui. Voilà. Bon. Et parfois, on veut changer d'emploi ou il y a un licenciement économique ou il y a un licenciement, enfin peu importe, le contrat se termine, c'est un CDD, de l'intérim, peu importe. Parfois, on peut toucher ce qu'on appelait avant les ACNIC. Tout à fait. Maintenant, c'est le chômage, en gros, le pôle emploi. Pour avoir cotisé. Donc c'est pareil, excusez-moi, moi je donne toujours mon point de vue. Faut arrêter de... Enfin, je pense pas que ce soit votre cas aux personnes qui sont en train d'écouter aujourd'hui. Mais en règle générale, les gens adorent dire que les autres sont feignants, ceux qui sont au chômage. Mais en fait, ça suffit, quoi. Il y en a, ça existe. Ça existe. Mais je suis désolée, les gens, en fait, ont cotisé. C'est comme les personnes qui approchent de la retraite, licenciement économique, suppression de postes, et ils se retrouvent avec quoi ? Le chômage quelque temps, et après rien, parce qu'en fait, ils se font pas réembaucher. Ça, c'est important. Et pour, mais pour leur retraite... Et de rajouter une couche. C'est-à-dire, c'est pas les impôts et les taxes prélevées sur l'ensemble des contribuables qui vont payer l'assurance chômage. C'est que les gens ont cotisé. Bien sûr. Effectivement. Bah oui. Donc, on a l'État. C'est quelque chose pour lequel on a cotisé. Voilà. Donc, je suis désolée. Comme la sécurité sociale. Bien sûr. Toutes nos cotisations, c'est nos sous qui ont été, entre guillemets, mis de côté. C'est ça. Entre guillemets, bien sûr. Bien sûr. Parce que ça fonctionne pour l'ensemble, en fait. C'est une contribution pour l'ensemble. Mais sur le principe, on va visualiser ça comme ça. On a cotisé, c'est comme si on avait mis de côté au cas où un jour on est au chômage, au cas où un jour on est malade, au cas où un jour... on a des enfants. On a des enfants, etc. Voilà. Une aide au logement. Bien sûr. Tout ça, c'est la sécurité sociale. Voilà, on va trouver un logement, ou bien le jour où on veut prendre sa retraite. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas des sous qui tombent de nulle part, c'est des sous qui ont été... pris sur le salaire brut. Oui, pris sur le salaire brut, mais en fait, pour moi, c'est pas de l'argent fictif en soi, quoi, parce que ça a été créé par du travail. C'est ça. Par quelque chose de concret. Alors, et non pas une donnée sur un ordinateur où je vais taper 0, après mon petit 1, puis je vais m'amuser à appuyer sur plein de zéros.
Et j'appuie sur entrée. Hop, 1 million. Oh, sympa. Non, non, ça c'est du vrai travail. Fruit du travail. Fruit du labeur. Fruit du labeur. Et oui. Moi, Mais du coup, ouais. J'aime bien le terme de salaire différé. Ouais, voilà. En fait, on touche un salaire brut. Il y a ça, il y a aussi la participation de l'employeur. Oui. Parce que l'employeur aussi. Oui, mais ça revient au même. C'est la Oui, cotisation patronale, c'est lié au fait qu'il y a une activité dans son entreprise, un travail. Mhm. Oui, mais Bon, il y a pas de il faut cotisation. aussi Oui. le préciser. Cotisation patronale, cotisation salariale. Il n'y a pas que nous Voilà. qui travaillons et qui cotisons. Voilà. Alors, votre employeur le fait aussi. Voilà. Pour vous. Tout à fait. Cotisation, c'est pas la même chose qu'impôt. Mhm. Impôt, taxe, c'est l'État qui gère ça, qui prélève et qui redistribue. Ouais. Cotisation, ce sont, pour l'instant, on est dans ce système-là, les représentants des travailleurs, les représentants du patron, qui gèrent ça. Mhm. Et donc, on avait vu ça sur la sécurité sociale, on avait bien expliqué la différence entre les deux. Il faudrait rajouter un troisième bloc, l'assurance chômage, qui n'est pas la sécurité sociale, mais qui n'est pas l'État. Bah justement, au cas où, vous regardez, je me permets, hein. On a fait plusieurs lives. Donc, il y a le tout premier, il n'a pas de chiffre, en fait, c'est la dette. Oui. Et ses intérêts. Et ensuite, on a commencé une série. Comme ce soir, enquête sur la dette. Aujourd'hui, on en est au 4 sur 5. Donc, il y a le 1 sur 5, 2, 3, hop, 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 hop. Le premier était sur les hôpitaux. Oh, pardon. Voilà. Alors, attendez, hop. Les hôpitaux. Le deuxième, c'était, hop, la SNCF. Sécurité sociale. Ah ouais? Non, c'est pas grave. Moi, il me semblait que c'était... Oui, il me semblait que c'était sécurité sociale. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, donc on inverse soit ça, hein, de toute façon. Donc, l'autre, c'était la sécurité sociale. Ouais. La retraite aussi. Oui, tout à fait. Dont la retraite. Voilà. Et là, ce soir, c'est du coup les communes. Et le pôle emploi. Et le pôle emploi. On précisera ce que sera le 5 sur 5. Tout à fait. À la fin. Ok. Ok, excusez-nous de cette petite aparté. Enfin, Non, c'est excusez-moi. important. Mais voilà. Mais du Donc, coup, ça vous permettra, en fait, pour ceux qui n'auraient pas pu les voir, vous allez sur la page et puis vous avez juste à regarder les vidéos. Vous cliquez sur les vidéos, il y a marqué plus de, je sais pas combien, 99, je sais pas quoi, là, un petit logo. Il faut cliquer dessus et en fait, ça vous permet d'y accéder, quoi. Ouais. Bon, elles se suivent pas parce que forcément, il y a eu d'autres lives entre deux. on est très productifs entre deux. Pardon. En toute modestie. Ok. Pardon. Voilà. Pardon de cette interruption. Oui. Non, c'est bien de faire un point. Ouais. Du coup, on a quelque chose qui s'appelle l'UNEDIC, qui va s'occuper de prélever les cotisations pour l'assurance chômage et les redistribuer. Voilà. UNEDIC. Voilà. Donc sans surprise par rapport à ce que tu viens de noter, c'est géré à moitié par les représentants du patronat et à moitié par les représentants des syndicats de travailleurs. Géré par... Alors, excuse-moi parce qu'avec l'écran devant mes yeux, je peux pas tout... Les syndicats de patrons et les syndicats de travailleurs. Ou syndicats de salariés. Donc on est toujours dans un système représentatif. Hein. Ça, c'est... On est encore là aussi. Dans quelque chose qui s'appelle la démocratie représentative, même à ce niveau-là. Ça, c'est aussi une question pour le futur. Ok. Mais en tout cas, voilà, encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est ça, mais il y a eu la réforme entre-temps du chômage, mais on va pas compliquer, pour l'instant c'est comme ça. Ah, mais réforme... Donc, ça existe depuis 1958. Hein.
Voilà. Et Ok. jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. En fait, depuis quelques temps, ça a changé, mais bon, voilà. Mm. Donc, une chose. Suleiman pour te répondre, l'assurance santé, c'est la sécurité sociale. Voilà. La sécurité sociale, Voilà, encore une fois, hop, déjà abordé. Faut regarder dans les lives. ça, c'est important. Enfin, live, parce c'est que- plus en live, mais les petites vidéos. Ouais. On précise les choses. Alors, moi, je vais faire un petit schéma très rapide aussi. Yes. État, Sécu, assurance, chômage. Donc, État, sécurité sociale, assurance chômage, ce sont trois choses différentes. Mhm. Je comprends que l'assurance chômage, on a tendance à mettre ça dans la sécurité sociale parce que c'est une mission aussi sociale, Mhm. mais c'est des choses différentes. Voilà. Bah, Est-ce que je te regarde ça excuse-moi, en tête moi, si je veux... Bah, passe ton suivant. Allez, hop. Hop. Bah, en fait, l'assurance chômage, enfin, c'est pareil. Hein. En fait, dans la Sécu, il y a aussi la caisse d'allocation familiale, hein, enfin, qui est reliée, etc. Ouais. Et qui est elle-même reliée avec machin. Donc, en fait, tout est relié, d'accord? Parce que Mm. quand, en fait, vous avez plus droit aux prestations d'allocation chômage quand vous êtes, voilà, hein, sans emploi, et bah, du coup, le petit papier ne touche plus d'argent, blablabla, on l'envoie à la CAF, et hop, tu pars au RSA. Ouais. Blablabla. Pareil, hein, en fait, tout est relié, c'est-à-dire c'est pareil quand vous êtes en longue maladie, des choses comme ça, tout communique. Ouais. C'est pas la Juste- même chose, mais tout communique. Juste, Ils se transmettent les informations. je refais mon petit dessin parce que je fais de la simplification sans ne faire de mensonges. Mm. Donc, Et la mutuelle, bah, tu vois ça avec les assurances privées. Ça n'a rien à voir avec le public. donc, voilà. Donc, ce sont les impôts et les taxes. C'est ça l'argent de l'État. C'est-à-dire le lycéen qui va acheter un Coca-Cola Mhm, ou une pomme dans son lycée, mhm. à la pause, il va payer une TVA dedans et ça va aller dans l'argent pour l'État. Mhm. Mais le lycéen, il travaille pas. Alors moi, Ceux qui je suis travaillent désolée, moi et ceux qui sont au chômage. j'aime bien préciser une chose, c'est que normalement, l'argent qui est là, Ouais. tout comme l'argent qui est là, c'est fait pour l'ensemble. Oui. C'est pas fait pour le gouvernement qui fait ce qu'il Non, veut, blabli-blou c'est et pas pour le tchitchou. champagne et le homard. On est d'accord, même Normalement. si c'est les fêtes. Normalement. Même si c'est les Même fêtes. si c'est les fêtes. Mais c'est cette distinction-là. Mhm. Donc c'est pour ça que comme une partie du salaire va aller pour la sécu et une partie du salaire va aller pour l'assurance chômage, on a tendance à penser que c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, Non. bref. Merci de cette précision. Voilà. Donc, juste une dernière précision avant d'aller dans le cœur, qui est la dette de l'UNEDIC. L'UNEDIC, ça s'appelle plus l'UNEDIC, parce que en 2008, ça a fusionné avec l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'emploi. Et ça a formé quelque chose qui s'appelle le Pôle emploi. Mm. Donc c'est la fusion des deux. Et vous allez voir déjà une entourloupe. Et pour ceux qui ont suivi la question, le live sur la sécurité sociale, et entre autres la question des retraites, on avait parlé du minimum vieillesse que l'État s'occupait, qui avait refourgué ça à la sécurité sociale avec un déficit. Mhm. Et bien l'État a fait le même coup avec la NPE. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ou en tout cas, tu pourras m'interroger là-dessus, ou on verra. Mhm. Mais en gros, voilà. Ça va être croustillant. Nous, ça va être croustillant. Parce qu'il y a Nain qui demande. Ouais, voilà. Qui demandait au c'est début. bien, c'est super, il y a des gens qui sont réactifs. Mais en gros, Pôle emploi 2008, fusion de l'UNEDIC et de la NPE. Pôle emploi. Depuis 2008. Mais voilà. Alors, la dette de l'UNEDIC, je crois qu'on va commencer par ça. L'histoire de la dette, donc, de l'UNEDIC. Et à partir de 2008, on appelle ça Pôle emploi. Voilà, voilà, voilà. Donc, 2-5. Oui, il y a eu une période où il y avait des excédents et pas des déficits. 2-5. Donc, excusez-moi, hein, c'est moi qui l'ai fait le graphique, c'est dû à peu près. Hein. Je ne suis pas aussi précise que l'ordinateur. T'es un peu bavé, là. J'ai essayé d'arranger, quoi, ça va. Oh là là, ça suffit. Donc, 2-5 à 40 milliards d'euros de déficit. Mhm. Quand on est en dessous zéro, ça veut dire que c'est de l'excédent. C'est de 1985 à nos jours.
Simplement, ce graphique datant de 2017, à partir de la zone orange, donc à partir de 2017, c'est du prévisionnel. Voilà. Voilà. Donc, regardons d'abord avant de commenter. On voit qu'en 85, l'assurance chômage, je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant, elle est à peu près à l'équilibre. 2-3 milliards. Même en 1990, elle est à zéro. Il y a une envolée de 90 à 93, puis ça redescend, 95. Et ça devient même excédentaire de 95 à 2000. Mhm. C'est-à-dire, il y a un excédent de 1 milliard, 2 milliards, hop, ça revient à zéro, et il y a même un excédent de 4 milliards. Mhm. Mais à partir de 2000, on remonte, donc on revient non pas à un excédent, mais là, aux des zones de déficit, et là, ça part, excusez-moi, en quenouille. Je sais qu'il y a certains qui vont penser à couille, mais non, en quenouille. De 2003 à 2005, Ouais. bon, ça redescend. Là, on arrive à 2007, et là, ça. Mais alors, depuis 2008-2009, depuis la crise financière, la fameuse, regardez où on est. Au final, on est aujourd'hui ici, et ça, c'est pas du prévisionnel, c'est du factuel. En 2020, enfin 2019, 35,5 milliards. Alors, il y a quelqu'un qui commente, est-ce que c'est... Enfin, C'est la une dette question de à l'Unédic. partir de l'euro? En tout cas, il y a une chose qui est... c'est bien qu'il y ait différentes hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit... Je peux me permettre de faire des gribouillis sur ton joli graphique. Pas de souci. C'est qu'en gros, il y a deux zones. Là, même s'il y a des fluctuations... Tiens, il est cool là. Ouais. Alors, normalement, le jaune... Ouais, on le voit, le jaune, ça va. Voilà. Et il n'y a pas l'orange. Si. Si le orange, c'est... Oula, ça commence à puer. En gros, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux zones. Il y a un moment donné, même s'il y a des fluctuations, ça reste quelque chose de maîtrisé. Ouais. Parce que quand il y a des excédents et quand il y a des déficits, ça se compense, quoi. Si on lissait la courbe, on serait plus ou moins à l'équilibre. Je dis bien plus ou moins. Pourtant, le chômage de masse, ça a bien commencé avant les années 80. Les années 70, 80. Mais par contre, à partir... Là, peut-être que tout le monde a démissionné à ce moment-là, parce qu'ils avaient peur de l'année 2000, du bug de l'an 2000. Ouais. Peut-être que c'était ça. Donc, je sais pas. Bon. En tout cas, ça marche pas par rapport à la courbe du chômage qui, elle, est constante. On voit que c'est pas corrélé. Parce qu'il y a un chômage de masse depuis les années 80. Ouais. Pourtant, le déficit de l'assurance chômage, il est pas... Il y a certaines années, il y a des problèmes. Mais en gros, voilà. Mais par contre, à partir de 2000, on va dire 2002, 2003. Ouais, 2002. 2002. T'as coché à 2002. Ouais, de partir de 2002, okay. Ça prend des proportions beaucoup plus fortes. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Ça fait un N Alors, comme effectivement, nul. Ça correspond au moment 2000 où la France est rentrée dans la zone euro. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc la remarque de je ne sais plus qui, j'ai oublié son prénom. Dominique. En tout cas, mes corrélations ne veut pas dire cause en sciences. Ah, c'est le problème. Par contre, il y a une autre chose que je fais remarquer du coup à nos internautes, dans le même genre de corrélation, qui ne veut pas dire forcément ses causes, c'est l'inflexion d'ici, qui correspond le moment de changement. Ah, parce que si tu me dis inflexion là, à cette heure-ci, là, mon cerveau déconnecte. Tac, regardez, tac. Ouais. Et ça, c'est la crise financière. C'est aussi, quand on parle beaucoup des gilets jaunes, d'un point de vue des médias, qui explique la paupérisation, l'appauvrissement. Qu'il y a de plus en plus de pauvres dans notre pays et qu'il y a une accélération du nombre de pauvres et du nombre de gens modestes qui passent dans la pauvreté depuis la crise financière. C'est-à-dire, je traduis, le moment où l'État a sauvé les banques et pas sauvé les gens. Traduction. Voilà. C'est ça. Oui, comme le petit panneau de la dernière fois. 2008, l'État sauve les banques privées. Ouais.
Et on demandait est-ce qu'en 2020, l'État sauve l'hôpital public? C'est ça. Oui, parce que nos sous ne sont pas supposés aller pour le privé. Hein. Oui. Le privé, chacun est libre d'aller consommer ce qu'il veut en soi, mais à titre privé. Pas au nom des Français, des Françaises. Ouais. Alors, forcément, quand on parle de dette, là, on vient de voir une idée Ça de fait mal à l'augmentation. la tête. Ça fait mal à la tête, surtout quand on rajoute les intérêts. Oh là 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 là. Plan épargne logement, Mm. assurance vie, souscrivez. Fin de la page de pub. Donc, ce qui se passe, Allez. et ça c'est ce qui n'est pas dans la courbe. Au moment du 92-93, les gouvernements de l'époque, vous vous rappelez qui c'était le gouvernement de l'époque? 92-93. 9-3 représente. Monsieur Bala. En tout cas, c'était pas Balavoine. Hein. C'était Balladur. Non, c'était pas Balavoine. C'était Balladur. J'aime pas dire des gros mots, j'ai préféré dire ça. C'est le gouvernement Balladur. Donc ils font oh là 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 là, crise dans l'assurance chômage, il faut réformer, il faut réformer. Donc on dit réformer, oula, méfiez-vous. Qu'est-ce qu'ils font? En gros, ils disent. Est-ce que je peux juste. Enfin, Ouais. désolé, hein. Enfin, désolé les gens aussi. Hein. Moi, quand j'entends réformer, je pense oui. à l'armée. Oui, c'est ça, il faut réformer les membres du gouvernement. C'est. Enfin, bon. Hein? Il faudrait réformer le gouvernement, c'est-à-dire. Inapte. Ouais, Inapte. dégage. Dégage. Tu dégages, tu passes la porte, et en plus de ça, on te donne rien, c'est fini. Surtout que Balladur, il a quelques soucis de justice ces temps-ci, parce qu'apparemment, il aurait accepté des bacs chiches. Des quoi? Des bacs chiches. La chiche? Des rétrocommissions. Ah, j'ai cru que c'était peut-être de la drogue. Ok. Ah, parce que franchement. Non. Lié à des ventes de sous-marins au Pakistan. À l'époque, justement, en 93. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ah non, c'est dans la presse officielle. C'est des soupçons. En tout cas, à l'époque, le gouvernement Balladur, il fait oh là là, il faut réformer l'assurance chômage. On va réformer l'assurance chômage. En gros, il y a plusieurs choses qui se passent, mais c'est là le début de la baisse des cotisations patronales à l'assurance chômage. D'année en année, ils donnent de moins en moins. Ça va Donc continuer. forcément, il y a de moins en moins pour les gens. Mais oui, de moins en moins pour l'assurance chômage. Donc, ça va être vrai, ça va être confirmé cette tendance sous Chirac, ça va être confirmé et accéléré sous Sarkozy, Hollande et Macron. Donc ça, c'est la première cause du déficit de l'assurance chômage, c'est que cotisation des patronales baisse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oula, il faut réformer, c'est qu'à partir des milieux des années 90, l'assurance chômage, l'UNEDIC, va emprunter sur les marchés financiers. Non, mais excuse-moi, c'est... Non, mais c'est pas que je m'endors, c'est que ça m'énerve. Ben oui. Alors, je vais vous le parler... Non, mais tu vois, je sais qu'on va parler de ces choses-là, forcément, c'est pour ça qu'on fait ces lives, mais... Tu vois, c'est comme un gosse qui aime pas les épinards, tu vois. Oui. Il sait qu'il va manger, tu vois. Et les parents, ils arrivent et paf, ils te mettent un plat d'épinards. Mais tu sais que ça va être des épinards, mais dès que tu les vois, tu les entends, tu les sens. Tu vois, c'est un beau sandwich. Tu dis, un beau sandwich. Et là, tu ouvres le sandwich, tu as des épinards dans le sandwich. Oh là, non, ça se fait pas, quoi. Mais là, il y aura mais pas c'est de bon, beurre. les épinards. Hein. Il n'y aura pas de beurre dans les enfin, épinards. Moi, je... Dans une histoire, il n'y aura pas de beurre dans les épinards. Non. Il y aura des dettes dans les intérêts ou des intérêts dans la dette. Ah, il y aura des morceaux de verre, carrément. Alors, pour parler comme le monsieur au début, là. Oui, donc l'UNEDIC, à partir de 1995, a émis des emprunts obligataires lui obligeant à un rendement annuel indexé sur le bénéfice net de... Bon, bref. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas évident. Avec un taux tubatoire de... En gros, quand vous allez sur le marché de fruits et légumes, et vous voulez acheter des fruits et légumes, c'est facile. Vous avez vos billets de banque, vous avez vos pièces, vous avez votre carte de crédit, vous allez acheter vos fruits et légumes. C'est très simple. Vous allez à un endroit qui s'appelle le marché. Ah, tu vois, même carte de crédit. C'est pas carte bleue. Carte de crédit. Ouais. Parce que crédit en soi, c'est quelque chose de positif. Mais maintenant, carte de crédit, la consonance, ça peut être carte d'emprunt. Ouais.
Ouais, alors que c'est dans le sens de créditer. Je crédite. Mhm. Mon argent est transféré chez le commerçant à qui je vais acheter mes fruits et mes légumes. Mhm. Mais là, sur le marché, Désolée, ouais, sur le marché financier, ça se passe un peu différemment. Mhm. Quand on veut emprunter de l'argent, on émet des bouts de papier. Ouais. Alors, soit des actions, quand on est dans l'entreprise, par exemple. On a des bouts d'entreprise. Voilà. Et les gens achètent ces bouts d'entreprise, ces actions, et ça fait grimper les actions, donc Ouais. ça fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Mhm. Pour l'entreprise, pardon. Ou alors, puisque là c'est pas une entreprise, on émet des obligations. Mhm. C'est-à-dire c'est un bout de papier qui reconnaît que telle personne, eh ben, on lui doit une somme d'argent. Mais arrivé à une date, on lui remboursera son argent, plus un petit intérêt en plus, un petit rendement en plus, un petit plus. Donc, à partir du moment où l'assurance chômage emprunte sur les marchés pour renflouer ses déficits, et qu'elle le fait via des obligations, ben, elle doit ce petit plus. Donc elle doit rembourser, mais elle doit rembourser avec un petit plus. Et là, on rentre dans la spirale des intérêts sur la dette. C'est ça, le cercle vicieux. Voilà. Toujours appelé ce cercle vicieux. Donc, en gros, si on prend les dernières 10 années, 2020, 2010, ben on peut rajouter 4 milliards d'intérêts sur la dette de l'assurance chômage. Oh non, mais... Donc, si ça fait mal au cul, on peut diviser par 10. Faut pas dire ça. 4 milliards divisé par 10, ça fait 400 millions d'euros, un peu moins d'un 2 millions d'euros d'intérêt sur la dette chaque année. Ouais, bah oui. Voilà. Ok. Mais en gros, 93-95, il y a deux choses à retenir. Alors attends. Voilà. Parce que moi j'aime bien Il y a une les troisième écrire. chose. Il y a une troisième chose. Oui, pas de souci, mais en fait j'aime bien. Alors attends, parce que si j'ai qu'une main, c'est pas facile. On va aider quand même. Thank you. Bon, alors je t'écoute. Au stylo à plume. Yes, je me le raconte, je mets la pète. Oh là là, quelle folie. Je t'écoute. Alors, 1993, tu m'as dit. Alors. Donc, réforme, entre guillemets, de l'UNEDIC, qu'on appellera plus tard Pôle emploi, on s'en fout. On parle de l'assurance chômage à chaque fois. Hein. Réforme de l'UNEDIC. Donc il y a plusieurs choses, mais nous on a retenu deux choses qui nous ont marquées et qui expliquent l'envolée de la dette. Un, baisse des cotisations patronales. Et deux, ça c'est le truc qui fait mal à la tête, emprunt obligataire. Voilà. Il y a une troisième chose qu'il faudra rajouter, mais là on n'est plus en 1993, on est en 2008. Et là on va revenir sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Bah, je mets le 3 à ce moment-là. Voilà, et pour la personne qui avait fait la remarque, ben voilà, elle va avoir... Par rapport à l'eau ? Non, par rapport à... le Pôle emploi, l'UNEDIC et tout ça, oui. Et le rôle de l'État. Et j'avais fait une allusion en disant, pour ceux qui avaient suivi les lives précédents, on avait parlé du minimum vieillesse qui était jusque-là, jusqu'en 2018. Le minimum vieillesse, qui est garanti pour nos anciens, était payé par l'État qui prélevait un impôt. Eh bien, ils l'ont refourgué à la sécurité sociale, donc qui est payé par les salariés, avec un déficit de 1,8 milliard. C'est ce qui explique en partie le déficit de 5 milliards de la sécurité sociale cette année, alors que l'année dernière, les ministres nous avaient annoncé il y aura zéro déficit l'année prochaine. C'est parce qu'en 2018, Macron a refourgué le truc, mais sans le produit de l'impôt. Oui. Et bien là, c'est à peu près la même chose. 2008. En fait, je te refourgue une caisse, une voiture qui n'est plus en état de marche. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de choses pour la réparer. C'est ça. Et de base, on me donnait des sous pour que je puisse l'entretenir. Mais moi, je l'ai refilé sans les sous. Et je garde les sous. Et en fait, je l'ai filé avec dans le coffre ou la boîte à gants les factures, des choses qui n'ont pas encore été payées. Voilà, tout à fait.
C'est ça. Ah C'est ouais, ça. ok, C'est un peu ouais. l'idée. Ok, ouais, bah ouais. Donc là, il y a le même coût avec la NPE, c'est-à-dire en 2008, on fusionne la NPE, l'Agence En nationale deux- pour l'emploi. 2008. 2008, ouais. Fusion. Alors, je vais marquer quand même. 3, bah t'as écrit 2008, c'est bon. Ah, ok. Ouais. Fusion, ANPE. Donc, c'est le point numéro 3 que tu voulais Ouais, ouais, dire. ouais. D'accord, ok, Qui ouais. creuse la dette de l'UNEDIC. Fusion ANPE et UNEDIC, donc assurance chômage, hein, et ça forme le Pôle emploi. ANPE et UNEDIC égale Pôle emploi. Voilà. Alors j'explique et après tu noteras selon ta façon de noter la substance. En gros, jusque-là, avant 2008, Ouais. la NPE était payée, financée par l'État. D'accord ? À partir de 2008, la NPE est financée par 10% des cotisations patronales, qui avant allaient à l'assurance chômage. Ben là, ça ne va pas aller à l'assurance chômage, ça va aller au Pôle emploi. Attends, parce que je note en même temps, parce que moi, je peux pas revenir en arrière sur tous les détails. Donc, ANPE, Alors, avant 2008, c'est-à-dire les locaux financé par l'État, voilà. tout simplement. Donc, après 2008, payés par les cotisations patronales. financé Pardon, financés, pas payés. par les cotisations ANPE, du coup, c'est à ce moment-là, ça devient Pôle emploi, quoi. Non, les agences. Ah, ok. Les agences étaient financées par l'État, là, elles sont financées par les cotisations patronales. Alors, on va dire, c'est bien, c'est les patrons qui payent. Oui, mais avant, cet argent-là que les patrons payaient, c'était pour l'assurance chômage au sens strict du terme. Pour le chômage, quoi. Là, 10% de ce qu'ils payent chaque année ne va plus à l'assurance chômage, mais va pour les agences. Alors qu'avant, l'État payait. Mais là, l'État ne paye plus. Donc, c'est encore moins pour le chômage. Donc, il y avait 10% de ce montant qui était alloué pour justement l'assurance chômage. Et qui, du coup, ça, c'était financé par l'État. Il a fait le même système de voiture, quoi. Non, c'est-à-dire que l'État... Donc, du coup, maintenant, je la refourgue. Tu me dis si je me trompe. Je la refourgue au patron. Vous payez. Et de toute façon, il y a les 10% qui normalement allaient à ça maintenant, avant. Maintenant, ça va pour autre chose. Non, c'est plutôt le patron payé pour une voiture, admettons, et du jour au lendemain, il doit payer pour 2 voitures. Alors qu'avant, c'était l'État qui payait pour l'autre voiture. Et là, le patron, il doit payer pour les 2 voitures. Simplement, le patron, il ne donne pas plus d'argent. Il donne la même somme d'argent qu'il donnait pour une voiture, mais maintenant, il donne la même somme d'argent pour 2 voitures. Donc, les 2 voitures sont moins bien entretenues. D'accord, ouais, c'est plus, gros, c'est plus compréhensible comme ça. Maintenant, c'est pas 2 voitures parce que c'est en proportion de 10%. Donc, c'est 10%. Voilà. Donc, c'est en moins pour le chômage. Donc, vous voyez, c'est la même subtilité. Enfin, non, c'est la même connerie. Je vais arrêter les mots. C'est la même connerie qu'avec le minimum vieillesse. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas financer la NPE. Hein. Attendez. Mais c'est que ça a creusé. Je me permets quand même de poser une question, je ne sais pas si c'est la réponse, mais je la pose quand même. Parce que là, il y a eu la fusion. C'était 2 choses distinctes. 2 choses distinctes. On est bien d'accord. L'une payée par les salariés, l'autre payée par l'État. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle de ce qu'ils font. C'était différent. C'était complémentaire, mais c'était différent. Exactement. Merci. C'est pas la même chose. Donc là, c'est comme si je te disais, là, c'était un boulanger, là, c'est un boucher. Ils travaillent ensemble pour faire des sandwichs. C'est ça. Bon, merci. Maintenant, on a demandé à tout le monde ici de faire la même chose. Mais je suis désolée, il y en a qui n'étaient pas forcément qualifiés. Il y a peut-être des personnes qui ont été licenciées à ce moment-là. Il y a peut-être des fermetures de postes. Tu as raison. Vu qu'il y avait moins de pôles. Tu as raison. Mais ça s'est regroupé en pôles. La question pour le gouvernement, c'est pas ça. Ah, désolée, mais moi je parle d'un côté social, je suis désolée, parce que à chaque fois qu'il y a des... Le but, c'est pas ça. Oui, mais le but, c'est pas ça. Mais c'est pas que des économies, je suis désolée. Là, je te parle d'un côté social. Le côté social, je suis désolée, c'est pas parler comme le gouvernement. Là, c'est parler par rapport aux gens. Il y a des personnes qui ont perdu leur taf. Je suis désolée, c'est comme les péages. Il y avait des gens au péage avant. Il y avait des gens aussi en gare avant. Voilà, bon.
Suppression d'emplois. Économie, blablabla. Optimisation de leur mère. Excusez-moi de parler comme ça. On est d'accord. Sachant que leur mère, ça se trouve, elle les déteste, hein, les oranniers. Enfin, j'espère. Sinon, c'est pas bon. Mais non, j'aime pas parler comme ça. Mais peu importe. Ouais, d'accord. Le but, c'est de faire des économies au détriment des gens. Donc, je reparle toujours de mon petit exemple. Allez pas aux caisses automatiques. Attends. On va quand même pas faire le travail des personnes qui sont payées pour le faire. Là, on le fait gratuitement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes scanner nos petits trucs. La seule... Ah oui, enfin, je suis désolée. Le seul élément qui pourrait dire on peut aller aux caisses automatiques sans complexer, dans une société de plein emploi. Ah bah oui. Là, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est pas le cas. Je suis désolée. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà. Ça, ces trois choses-là, les deux choses de 93 et la fusion de 2008, c'est ce qui va, j'aime bien ce mot-là, créer un effet de cavalcade. De quoi Vous imaginez 2 chevaux qui courent. Vous imaginez 10 chevaux qui courent. Ouais. Vous imaginez 100 chevaux qui courent. Ok. Et en fait, le bruit que ça fait, la cavalcade, ok. et l'excitation que ça crée chez les chevaux, le fait qu'ils soient plus nombreux, le fait de masse, la cavalcade, donc l'envolée si vous préférez, c'est ça. Voilà, c'est la zone orange. Plus le passage dans l'euro, plus la crise financière, vous avez un effet boostant au détriment de l'assurance chômage et au profit du déficit. D'accord. Déficit qui veut dire que des banques se graissent la patte chaque année. On peut dire, ça c'est des chiffres de challenge.fr. On ne peut pas dire que challenge.fr, ça soit un site extrêmement pas sérieux, comme on dit. 650 000 € par an. Voilà ce que ça rapporte aux banques qui achètent ces emprunts obligataires qu'émet le Pôle emploi sur les marchés financiers. Parce qu'il faut un rendement. Quand on fait une obligation, il faut rembourser la somme d'argent et il faut un rendement. Ok. Voilà. Excuse-moi, en même temps, chez moi, je vais faire modératrice en même temps. Là, parce que ouh là là. Il y a des choses, c'est un petit peu... je trouve que c'est un petit peu hors sujet. Ah, Macron est sur le live? Ah non, alors là... Bonjour Emmanuel. Non, merci. Excusez-moi de dire, mais non, merci. No, thank you. No, thank you. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter Ouais, une dernière chose. C'est que donc il y a une réforme de l'assurance chômage qui a été réalisée par le gouvernement Macron, qui a plusieurs buts. Mais par rapport à ce qu'on vient de discuter, retenons 2. Le premier, c'est que ce soit plus les syndicats de travailleurs et les syndicats de patrons qui gèrent l'assurance chômage, que ce soit l'État directement. Ok. Ça, c'est le premier but. Ouais. Le deuxième but, c'est que, et ça c'est le MEDEF qui le pousse, mais le gouvernement Macron aussi, c'est que l'assurance chômage qui emprunte sur les marchés financiers n'emprunte plus avec les garanties de l'État, qui lui permet d'avoir des emprunts relativement pas chers par rapport aux entreprises privées, parce qu'il y a la garantie de l'État derrière. Ça soit sans les garanties de l'État, et donc ça soit la concurrence libre et non faussée. Ce qui provoquerait automatiquement qu'ils emprunteraient à des taux d'intérêt plus forts, puisqu'il n'y aurait plus la garantie de l'État derrière. C'est ça. Ça, c'est ce que la MEDEF, au nom de la liberté du commerce, et le gouvernement Macron prône dans la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est les 2 choses principales. Donc, si c'est acté, les taux d'intérêt vont augmenter, et donc la cavalcade va continuer. Ou l'envolée, pardon. Flambée. La flambée. Ah non, mais là, c'est la flambée, là c'est... Donc, évidemment, tout ça, ça fait beaucoup de négatifs. On se dit, ouh là là là. Retenons 2 choses. C'est pas le problème de l'assurance chômage. C'est pas le problème de la dette de la sécurité sociale. C'est pas le problème de la dette de la SNCF ou de la dette de l'État. C'est le problème d'un système de gens qui se sont soumis aux endetteurs, les banquiers, qui avaient un plan, qui ont un plan et qui l'ont mis en place. Donc il y a une convergence d'intérêts de ces milieux bancaires. Mais qui l'ont pas juste mis en place comme ça. Non. Avec... Il y a eu de la corruption.
Et de la corruption. Il y des a des... assassinats. Aussi, mais il y a des personnes qui étaient totalement volontaires, hein, qui étaient partantes sans partir d'un système de corruption. Il y a des personnes vraiment qui... Des serviteurs. Voilà. Des gens formés par ces banques qui se retrouvent Ah là. dans le gouvernement à faire le travail de ces banques. Ah, il y a quelqu'un là. Il y a au moins une personne que les gens peuvent nommer là. Macroute. C'est pas la bouffe. Je crois que t'as... Macroute périmée. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui font, remarque, en parlant d'un cycle entre Pompidou, qui vient de chez Rothschild, et Macron, qui vient de chez Rothschild. Il y a une sorte de cycle de 73 à nos jours. Je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que du coup, ces banques qui ont un plan, qui corrompent, qui soudoient, qui placent leurs agents ici ou là, c'est pas juste qu'ils veulent faire du fric, ils veulent le pouvoir à la place de ce que normalement l'article 2 de la Constitution française garantit, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ils veulent le gouvernement des banques, par les banques et pour les banques. C'est là qu'on n'est pas juste dans le lobby bancaire, c'est là qu'on est dans une oligarchie. C'est-à-dire, il y a la volonté d'avoir le pouvoir. Et l'argent... Dis-moi que tu as une constitution à proximité. Oui, mais elle est là-bas, sur ma table de chevet. Alors attends. Il faudrait se lever pour aller la chercher. C'est où? Non, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Hop. Et ben voilà. On est bon. Bah, l'article 2. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas juste parler d'un lobby bancaire. D'entreprises qui auraient envie de faire... Désolée, moi j'aime bien montrer aux gens en fait. Sûr. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas... Tu veux que je l'ouvre à la bonne page? Ah, si tu veux bien, ce serait gentil. Avec plaisir. Au prix modique de 4 € aux éditions Dalloz. Alors. Voilà. Pour le rappeler, vous trouverez la Constitution au prix unitaire de 4 €. Donc vous pouvez trouver ça dans toutes les librairies. Hein. Tome 1 de la souveraineté, je me marre, tout le monde se marre. Article 2, à la fin, son principe est, juste en face de mon doigt, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et moi j'aime bien souligner les mots. Principe. C'est comme quand tu demandes à tes parents 5 balles pour aller au ciné quand t'es jeune, tu vois, genre. Bah, en principe, c'est bon. Puis t'arrives le vendredi, après les cours, tu rentres chez toi. En fait. Bah non, c'est pas bon. Tout à fait. Alors t'es dégoûté. Non, mais t'avais dit que. Non, je t'ai dit en principe. Mais en fait, non. Donc, peut-être. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Oui, tout à fait. Mais peut-être certaines personnes ont du mal à l'entendre, mais il faut le répéter. L'argent, pour eux, même pour les banques qui font ça, l'argent n'est pas pour eux un but en soi. C'est un outil, un moyen pour avoir le pouvoir. Ce qu'ils veulent, leur but, c'est le pouvoir. Et ce qui les intéresse dans l'argent, c'est le pouvoir que procure l'argent. C'est pour ça qu'on ne parle pas de lobby bancaire avec les constituants. On parle d'oligarchie financière, bancaire, si on veut préciser. Mais on parle d'oligarchie. Il y a un petit groupe qui veut gouverner alors qu'il n'est pas élu et qui conspire, qui converge avec d'autres afin de gouverner. Donc l'argent étant un outil, pas un but en soi. Ça, c'est ça qu'on va avoir du mal à discuter souvent avec des gauchistes qui vont nous parler des capitalistes. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas juste l'argent en soi. C'est pas l'accumulation du capital qui devient un but en soi. C'est un outil, l'accumulation du capital, pour gouverner. Parce que leur jouissance, c'est d'écraser les autres et de gouverner, d'avoir le pouvoir, alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc voilà. Il y a deux petits commentaires. Donc, on se croirait dans Astérix Obélix, les 12 travaux d'Hercule. Effectivement. C'est tellement... ils ont tout fait pour embrouiller l'esprit des gens, quoi. Oui. Maintenant, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont créé un système tellement complexe, tellement déconnecté du réel. Et de l'humain. Ils ont, de l'humain, que leur système est à bout. Parce qu'au bout d'un moment,
ça peut paraître bizarre de parler comme ça, mais c'est la réalité. Ils ont créé un argent virtuel, fictif. Toute cette dette, tout ce jeu de la dette, ces paris d'argent qu'ils font dans le monde, ça ne représente pas un travail, ça ne représente pas une transformation par un être humain qui, par son travail, transforme. Ou qui va écrire quelque chose et produire quelque chose. Ou qui, par l'art ou par la science, va produire quelque chose de nouveau dans les idées. Ou qui va transformer une matière première en matière finie. Et qui va ennoblir par son travail. Non. Tout ça, c'est du virtuel. Donc, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Les dettes ne sont pas remboursables. Même les dettes des banques. Voilà. Et on a parlé de la Deutsche Bank, mais en fait, les banques sont en faillite. Il ne manque plus qu'une mauvaise nouvelle dans les marchés financiers sans que ça s'effondre. Maintenant, l'enjeu pour nous, en tant que citoyens et citoyennes de notre pays, c'est au moment où ça arrive, que les serviteurs qui sont à la tête de notre État, les serviteurs de ces milieux bancaires, soient évincés et qu'on mette nous-mêmes, le peuple, et des gens compétents pour défendre l'intérêt général à ce moment-là. Il y a des mesures simples, d'où le mort à la dette, c'est-à-dire le moratoire sur la dette. Explique ce qu'est le moratoire pour ceux qui ne sauraient pas et qui regarderaient la vidéo plus tard. Ouais. Premièrement, on gèle tout paiement de la dette. On ne paye plus. Et on dit, on se donne un temps pour regarder en détail ce qu'il y a dans cette dette. Le deuxième temps, c'est le scanner de la dette. Et on fait ça devant tout le monde, publiquement. On filme, on donne accessible tous les détails. On fait le tri entre les dettes dites légitimes et des dettes pas légitimes. Troisièmement, le peuple décide qu'est-ce qu'on paye pas. D'honorer ou de ne pas honorer les dettes. Voilà. En fonction du deuxième critère, on a regardé dans le détail l'histoire de cette dette, de quoi elle est composée, et de qu'est-ce qui est du chantage, qu'est-ce qui est des jeux financiers, qu'est-ce qui est d'une dette réelle. Je pose quand même la question. Voilà. Je pose quand même la question parce que je pense qu'elle est importante. Ah bah, oui. Je l'ai scanné, décidé. S'il y a des dettes qui sont justement légitimes, est-ce qu'on continue à payer leurs intérêts? Ah bah non. Eh bien, on le précise jamais, ça. C'est la première étape du moratoire sur la dette. Ah non, Gel, ça veut dire on ne paye plus rien. Ni les intérêts, ni la dette. Non, mais justement après. Mais justement après, moi je pose la question d'après. Est-ce qu'on reste encore dans les intérêts? Alors justement, ça c'est pas dans le moratoire sur la dette. C'est la deuxième chose, ou en complément. Est-ce qu'on a un débat dans le pays sur qui contrôle la planche à billets? La Banque de France, est-ce qu'on la renationalise ou pas? Et qui on met à la tête de la Banque de France? Non, mais ça, d'accord, mais peu importe. Ça, la dette qui est... Non, alors moi, je vais te donner un exemple, parce que pour que tu comprennes ce que je te demande, je vais te donner un exemple. Donc, on doit 100 balles à Mars, on doit 80 à Chocho, d'accord? J'en sais rien. Je vous invente des noms, je suis désolée. Hein. Et 140 à Flûte. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ok. Il y a les intérêts, d'accord? Là, il y a 10% d'intérêt, là, il y a 25% d'intérêt, et là, il y a 4% d'intérêt. D'accord. Chocho, il est chaud. Chocho, il est chaud, voilà. D'accord? Donc, ça, en fait, non, en fait, on n'en veut pas, on ne paye pas. Je parle après avoir gelé. Puis là, on ne paye pas. Ouais. Et là, on paye. On les paye, les intérêts? Non. Il faut le préciser, on ne l'a jamais précisé, ça. Alors, il faut préciser deux choses. Parce que ça, c'est un argument. Parce que mort à la dette, ok. Moratoire, décider de ce qu'on paye ou qu'on paye pas ou qu'on paye rien. Ok. Mais il faut préciser aussi ce qu'on fait par rapport aux intérêts. Justement. Parce que c'est ce qu'on dénonce. C'est très important. Bon, on ne paiera pas les intérêts parce que ce que va montrer le moratoire sur la dette, c'est qu'ils sont illégitimes. Tous les intérêts sur la dette sont illégitimes. Parce que ce sont des jeux financiers par nature. Et ils sont usuraires. Et il faut dire, la loi française, la loi existante, je ne parle pas de la loi du futur, je parle de la loi qui existe, définit un taux d'usure, au-dessus duquel, peu importe la puissance de la banque que c'est, la loi dit, c'est interdit, vous avez vendu quelque chose qui est au-dessus du taux d'intérêt de l'usure, c'est interdit. Et donc on reconnaît que quelqu'un est victime d'usure. C'est dans la loi, hein. C'est pas la loi chrétienne de l'évangile ou la loi coranique, c'est la loi française.
en accord d'ailleurs avec ces principes coraniques, chrétiens, juifs, etc. Mais il y a une loi française qui définit la loi du vivant. Donc le moratoire sur la dette va justement montrer tout ça, clairement. C'est pour ça qu'ils ont mis plein d'obstacles. Le fait qu'on ne connaisse pas le nom des créanciers. Le fait qu'à un moment donné, on ne comprend pas comment ça se passe avec ces emprunts, la différence entre taux d'intérêt simple, taux d'intérêt structuré. On ne va pas aller dans les détails maintenant. Mais toutes ces choses-là, machin, tout ce fumée qu'on a mis devant les gens, tout ça va être levé et va être expliqué simplement. Et on va montrer en fait qu'il y a usure. Maintenant, on prend l'argument des ennemis. Ah oui, mais si vous faites ça, la France ne sera plus crédible, elle n'honore plus ses dettes. Elle ne pourra plus emprunter sur les marchés. Et justement, c'est là qu'il faudra dans le même temps avoir un débat sur l'État va emprunter à une banque publique, pas sur les marchés financiers privés. Comme avant. Comme avant. C'est pour ça que si on n'a pas ça, on n'a pas le contre-argument par rapport à l'argument de l'ennemi. Ah oui, mais si vous rayez les dettes, vous n'êtes plus crédible, vous ne pourrez plus emprunter. En fait, non, on n'a pas juste pas envie de se réendetter à ce point-là. Tout à fait. Il faut repartir dans un cercle vertueux, sain. Oui. Et le jour où on fait ça en France, on inspire nombre de pays. Ah non, mais c'est pas juste on inspire, c'est qu'en fait, je suis désolée, hein, c'est même vis-à-vis du CFA. Ah oui. Éco. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah si. Ah si. Tout à fait. Il faut en parler aussi, hein, parce que... Ah bah ça fera partie du moratoire sur la dette. Ah mais ça c'est... De ce que le Trésor public français a fait comme couillonnade aux 15 ou 16 pays francophones d'Afrique, avec ce qui s'appelle encore le franc CFA, qui s'appellera demain l'ECO, qui est la même chose. Oui, c'est la même chose. Voilà. Ouais. Comme la dette de l'UNEDIC ou la dette de Pôle emploi, c'est la même chose, c'est une dette. C'est ça. Donc la connerie du franc CFA ou la connerie de l'ECO, ça reste de la connerie. Malheureusement, c'est... Mais bon, ça montre aussi qu'en Afrique, et la jeunesse africaine s'est approprié le sujet et a obligé, même si c'est un lifting, un maquillage, a obligé un certain nombre de dirigeants africains et de dirigeants français à devoir un peu être sur la défensive. Donc, mais il ne faut pas qu'ils lâchent le steak. Non. Voilà. Mais c'est pas à nous de faire ce que eux doivent faire dans leur pays. Maintenant, c'est clair que nous, on a une oligarchie en France. On a le peuple français, on a une oligarchie. Donc il faut qu'on organise les choses avec le peuple français, pour le peuple français, pour se libérer de cette oligarchie, d'abord en France, et ce n'aura qu'une vertu pour le monde tout entier, et l'Afrique en entre autres. Si des Bolloré, si des Bouygues, si des Pinot, si des Pebro et compagnie, ou des banques d'affaires étrangères qui nous ont arnaqués, comme JP Morgan, Goldman Sachs, tout ça, sont mis au pilori. Voilà. Bah, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, on doit œuvrer pour le bien commun français. Ça, c'est sûr. Mais l'Afrique, je suis désolée, hein, on n'est plus supposé se charger au nom de nos pseudo-représentants de leurs affaires. Non. C'est pas notre rôle. Bah, notre rôle, en fait, c'est de ne plus accepter ça aussi. C'est pas uniquement vis-à-vis de la France. Vu comment nos dirigeants s'occupent mal les vrais de principes, nos affaires. Pour moi, les vrais principes des Français, c'est ça, la liberté. Tout à fait. La liberté, l'égalité, mais l'égalité, c'est pour tous. Hein. C'est pas... Ah oui, c'est pas juste. Déjà que c'est même pas le cas sur le territoire. Oui, tout à fait. Hein Alors, je suis désolée, moi, vis-à-vis des autres, c'est la même chose. On n'est pas mieux qu'un autre ou qu'une autre. On doit tous se respecter. Tout à fait. C'est super important. Enfin. Ok. Donc, merci pour ces petites précisions, pour tout. Moi, j'ai une question pour changer un peu les rôles. Ah, ouais. Très bien, on a vu 4 Prenez un ticket, patientez. On a différentes choses. Mais la suite, c'est quoi? Bon, alors, excusez-moi. Moi, j'aime bien faire mes petits trucs, mes petits tableaux, mes trucs et tout ça. Ah, ouais. Ouais. Un peu visible. Donc, grossièrement, voilà. Donc, on va vous inviter. Alors, on ne saura pas ce sera quelle date, mais on va faire un live où justement on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, si vous en avez en rapport à la dette, à ses intérêts, que ce soit aussi bien la dette en règle générale, que ce soit au niveau
des hôpitaux, de la SNCF, Sécurité sociale, retraite, commune, Pôle emploi, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la boîte de messages, là, de la page Facebook. N'hésitez pas. Donc, moi, j'ai fait un récap très simple, qu'on va compléter ensemble avec toi et avec eux s'ils le souhaitent, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Alors, je commence. Donc, on parle de la dette et de ses intérêts. Donc, l'État empruntait de 1945 à 1993 à 0%. Donc, à la Banque de France. C'est aussi le cas pour les hôpitaux, pour la SNCF. Donc, banque publique. Hein. OK ? Et aussi le cas pour les communes. Je parle que des communes, là. Ma petite astérix, hein, pour vous le montrer. Donc, c'est pareil. Depuis 93, attention, à nos jours, avec intérêt, l'État, les hôpitaux, les SNCF, les communes, empruntent aux banques privées. Banques privées, banques privées. Ce n'est plus à 0%. C'est avec intérêt. Donc, soit intérêt fixe, soit variable. Fixe, variable. Ok. Bon, ça, c'est assez simple. Donc, le live qu'on avait fait en introduction, c'était pas un 1 sur 5 ou 0 sur 5, c'était juste la dette, en règle générale. On avait fait ce live-là. Oui, on était revenu sur l'histoire de la Banque de France Oui. Et comment, progressivement, même si ce n'est pas parfait Mhm. comme outil, Mhm. ils ont réussi à détruire tout ce qui était intéressant dans cet outil d'une banque publique pour en faire une banque incapable, interdite de prêter un centime à l'État. Voilà. Ouais. C'était intéressant. Avec des beaux graphiques d'ailleurs, le cercle vertueux de la rue, Oui. entre autres. Il reviendra pour le prochain live, il reviendra. Il faut. Donc du coup, après on est parti sur justement une série de live, donc en tout 5, donc le 5e sera le prochain. Donc le premier sur les hôpitaux, ensuite la SNCF, pardon, la sécurité sociale et les retraites, et aujourd'hui, enfin ce soir, les communes et le pôle emploi. Ce matin. Enfin, ouais, selon là où on est, hein. Enfin, bon. Ouais. Bonjour vos amis de la Réunion. Ah ben, sait-on jamais, hein. Bah ouais, carrément. Ok. Je sais qu'il y a des gens des... Donc, moi, voilà, je vais te poser la question et puis je vais remplir et compléter le tableau. Ouais. Et puis les gens peuvent répondre. Oui. Je pense que je vais poser la question aux gens. Oui, c'est mieux. Qu'ils vont eux-mêmes commenter. C'est mieux. Et puis, on valide ou on ne valide pas. Alors, ma question, elle est super simple. C'est pour ça que j'ai fait des colonnes. Par rapport au live qu'on vient de faire ce soir, pour ceux qui souhaiteraient participer. Ça répercute sur qui? Moi, je veux juste savoir si ça répercute sur qui. Qui, quoi? Les conséquences. Exactement. Parce que les gens sortent pour les conséquences, en fait, mais pas pour les causes. Oui. Alors moi, justement, du fait du travail qu'on fait, pas que nous d'ailleurs, mais on fait la démarche inverse. On parle des causes pour aller aux conséquences. Pour aller aux conséquences, tout à fait. Et c'est le chemin que les gens doivent prendre en règle générale. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est malade. Bah, il est malade, on voit les conséquences, mais il faut chercher la cause. Oui. Imaginez un médecin qui ne fait qu'analyser les symptômes et qui donne des médicaments pour les symptômes. Ou au contraire, il va utiliser les symptômes pour aller à la cause de la maladie et traiter la cause de la maladie. Dans lequel ensuite les symptômes n'auront plus, puisque la cause de la maladie sera là, c'est un peu la même... tout à fait. C'est important. Yes. Alors du coup, c'est quoi les conséquences du fait que la commune ne puisse plus emprunter à la banque publique, c'est ça? Non. Non, c'était pas ça. Non, ça se répercute sur qui? Ah, ça ou sur quoi? Ah oui, sur quoi? Tout à fait. Bah pour moi... Allez, je vais commencer. Pôle emploi. Bah, les chômeurs. Les chômeurs. Allez, hop. Les chômeurs. On n'est pas sur la cause, Nain, on est sur les conséquences. Ça se répercute sur qui? Sur quoi?
On fait le chemin inverse, le chemin, en fait, logique, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est un chemin plutôt logique. Mais les gens parlent des causes, enfin des conséquences, pardon, au lieu de remonter direct à la cause des... Enfin, ouais. En fait, si je peux me permettre une remarque, dans le quotidien ou dans le raisonnement, on fait dans les deux sens. Des Pas conséquences tous, aux pas tout le causes monde. et des causes aux conséquences. Non, mais normalement, naturellement, on devrait faire dans les deux sens. Excuse-moi, hein, je suis pas méchante, je suis réaliste. Mais les gens qui sortent, pas tous, mais la plupart qui sortent pour les retraites ne pensent qu'à la retraite, que ce soit pour eux, ou leurs enfants, ou les personnes qui vont être retraitées. Ils ne pensent qu'à la retraite. Ils ne pensent pas à tout ce qui se passe autour. Pourquoi ça arrive à ça, etc. Voilà. Donc je suis désolée, hein. Faut retirer le caca des yeux, le caca des oreilles, hein, et le mettre dans le nez parce que ça pue la merde. Voilà, tout simplement. Donc les chômeurs. Donc là, il y a les chômeurs. Pas que les chômeurs. Vas-y, vas-y. C'est les agents de la NPE ou du Pôle emploi. En fait, ils ont des dossiers de plus en plus nombreux à traiter. Agents publics, en fait. Ouais. En fait, ils peuvent pas bien faire leur travail. Surcharge. Ça, c'est une des conséquences de cette dette. Ah, mince, j'avais mis de l'effaceur là-dessus. Probable. Surcharge. De dossiers. Voilà. Et donc, baisse de la qualité rendue aux chômeurs. Bon, la conséquence sur les chômeurs, mais bon, voilà. Mauvais traitement. Ouais, mauvais traitement. Voilà. C'est parce que mauvais traitement, en fait, il n'est pas que sur le travail. Il peut être aussi psychologique. Bien sûr, ouais. Il y a beaucoup de personnes, comme à l'époque, hein. France Télécom, les policiers, beaucoup de personnes, hein. Les aides-soignants, beaucoup de gens. C'est la surcharge. Oui, tout à fait. Surcharge. On surcharge les personnes qui continuent de travailler. Et il y en a d'autres qui, justement, ont été licenciés pour une économique de... je n'ai pas envie de dire un gros mot, mais tu as compris. Mais grosso modo, ceux qui restent et qui conservent leur emploi, bah, ils sont surchargés. Tout à fait. Voilà. C'est malheureux. Qu'est-ce que disent les gens? Pardon. Conséquences sur nous tous. Alors ça, c'est... Est-ce qu'il pouvait préciser la personne? Alors c'est Aysel Bektas. Si Aysel pouvait préciser comment cette conséquence sur nous tous. Bah, de toute façon, il y a un décalage entre... Oui, bien sûr. Ouais. Toujours un décalage, ouais. Bah, la sécurité sociale, les retraites. En tout cas, juste je peux rebondir sur Aysel. Peut-être c'est ça elle ou il avait à l'esprit. Je ne sais pas. Aysel, si c'est un prénom. Désolé pour la personne. Je t'écoute. On culpabilise les gens, en fait. En disant il y a des fainéants. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que non. Il y en a. Ouais. Mais pas que. On utilise ça pour culpabiliser les gens. Bon, s'il y a d'autres choses pour là, tu pourras les dire si tu as envie. Sécurité sociale. En règle générale, pour moi, c'est les allocataires. Alors, les allocataires. Donc, il y a la CAF. Oh, pardon, les retraités. Les pères ou mères au foyer. Hein, les étudiants. Pour moi, c'est mon point de vue, les travailleurs aussi. Parce que de toute façon, je suis désolée, hein, c'est supposé être bénéficiaire, hein, pas déficitaire, hein, la sécurité sociale. Donc les 1 euro par-ci, les 50 centimes par-là, etc. Hein, avec le mode non remboursé, blablabla, non prise en charge et blablabla. Ah ouais, non mais laisse tomber, ça m'énerve. Donc voilà, les allocataires CAF ou autres, les retraités. Mais il y a, enfin, je suis désolée, hein, il y a aussi les personnes malades. Les personnes. Bah oui. Avec un exemple simple, c'est en situation de handicap.
il y a les personnes malades. Il y a des longues maladies, etc. Mais... Longues maladies. Parce qu'en fait, j'ai pas tout suivi, etc. Mais en fait, c'est pour l'ensemble des choses, tout ce qui est aide sociale, etc. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que, comme là, avec la réforme de l'assurance chômage, etc., bah, en fait, tu réduis le temps d'indemnisation. Oui. Par contre, bah, je suis désolée. Moi parce que ça m'énerve. Tu diminues le temps d'indemnisation d'une personne qui est au chômage ou malade, en arrêt de maladie longue durée, tout ce que tu veux. Bon. Peut-être moins pour la maladie que par rapport à un chômage classique, on va dire. Mais je suis désolée. Tes cotisations, elles sont quand même là. Hein. T'as cotisé peut-être pendant, allez, je dis une connerie, 14 ans. T'as une longue maladie qui va durer 1 an ou 1 an et demi, ou je sais pas. Ou bah t'as un chômage qui dure, je sais pas, 7 mois, 8 mois, 9 mois, je sais pas quoi. Alors que t'as cotisé je ne sais combien de temps. Tu te dis, mais il est passé où mon argent? Parce que tu parlais tout à l'heure de salaire différé. Mais effectivement, oui, c'est entre guillemets un salaire différé. Pour moi, c'est plus tu mets de côté pour ta santé et pour au cas où t'as pas de travail, quoi. Enfin, moi, je le vois plus comme ça, quoi. Ou ta retraite. Voilà. Bon. Mais, ouais. Oui, les précaires. C'est les précaires. Ah ouais. Les hôpitaux, bah. Les personnels soignants. C'est tout le monde, hein, les personnels soignants. Hein. Médecins, infirmiers. Les patients. Surtout les patients. Mais alors aussi, il y a un truc Mais hôpitaux, il y a la répercussion. Il y a répercussion par rapport aux pompiers. C'est ça. Répercussion par rapport au SAMU. Répercussion du SAMU sur les pompiers, des machins sur les machins. Enfin, hein, voilà, les pompiers. Ambulanciers. Oui. Répercussion sur tout, tout. Il y a les... il y a du qui ou il y a du quoi. Donc du quoi, il y a aussi les maternités fermées. Exact. Lits fermés. Ah, juste sur les... Il y a plein de... fermées. Ouais. Depuis 10 ans, on voit s'envoler le nombre d'enfants nés dans notre pays en dehors d'un hôpital. Ouais. Sur la route, à la maison, etc. Mais pas des femmes qui le désiraient. Hein. Oui, c'est parce qu'elles... Oui. Parce que les maternités sont de plus en plus éloignées du quotidien des gens. Ouais. Donc oui, nombre de maternités fermées. C'est ça. Puis ils ne sont pas tous nés en bonne santé. Et il y a des personnes qui ont perdu leur enfant, ou il y a des mamans qui sont... Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose d'alarmant. Alors, du coup, côté SNCF, les cheminots, je t'écoute si tu veux compléter avec moi. Alors, les usagers, ceux qui utilisent les trains, que ce soit des longs ou courts trajets. Surtout les petites lignes, ce qu'on appelle les petites lignes. Voilà. Mais j'ai envie de rajouter le ferroutage. Transport de marchandises par le rail. FE2R. 2R, ouais. O-U-T-A-G-E. Ouais. Ça, ils ont détruit le ferroutage. Ouais. Alors qu'on en aurait besoin. Hier comme aujourd'hui. Les personnels en gare. Ouais. Parce qu'il y a eu des fermetures de gares, déjà. Et dans les gares, même à Paris, etc. Avant, tu avais les files d'attente. Tu vas acheter ton ticket, etc. Maintenant, la plupart du temps, c'est machine automatique et machin. Automatisation. Mais effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il faut automatiser quand en fait tout le monde a du travail, tout le monde participe, tout le monde est... Voilà. Mais c'est une logique d'ensemble, parce que par exemple, quand on parle du ferroutage,
ça veut dire plus de camions sur les routes, plus de bouchons. Ça ne veut pas dire que les camions égalent les bouchons, mais ça contribue, dans les grandes villes, on le sait, aux bouchons. Ouais. Donc c'est une logique d'ensemble. Voilà, ça impacte beaucoup de gens. Ouais. Je me permets, parce que quand on dit les usagers, il faudra regarder le live SNCF, parce qu'en fait, les usagers, il y a l'ouverture 2020, enfin janvier 2020, à la concurrence. Donc au début, vous allez voir d'autres trains. Oh, c'est sympa, c'est pas trop cher, c'est joli, c'est neuf. Oh là 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 là. Bon, j'ai envie de dire, on a connu pire que SNCF au niveau de propreté des trains. Effectivement, parfois, il y a des trains qui sont dégueulasses, machin. Ça va. Il y a d'autres pays où c'est totalement dégueulasse. Je suis désolée. Malheureusement, mais puis, bon. après, le nombre d'accidents, le nombre de lignes, parce que c'est pas rentable ou pas suffisamment rentable. C'est rentable, mais pas suffisamment rentable. Ils sont fermés, en fait. Ouais. Il suffit de regarder ce qui se passe en Angleterre, et vous verrez bien. Oh, mais c'est comme ce que je disais dans un autre live, c'était par rapport à une ligne qui va être réouverte. Ils ont investi 18 millions d'euros pour un truc, justement, qui n'est pas rentable. Bon, ok, qu'ils le fassent. Si genre il y avait que ça à faire, vas-y, fais-le. Pour que les gens, bah voilà, je vais pas conduire, je vais aller voir ma famille, ou pendant les périodes estivales ou de fête, bon, vas-y. Mais c'est comme l'exemple que tu me disais en off tout à l'heure par rapport à 2018, non 2017 là, Montparnasse. Oui. Ouais. Voilà. Que la maintenance n'a pas été faite sur un matériel qui devait être réparé, plusieurs pièces qui devaient être changées depuis plus de 30 ans. 30 ans, voilà. Qui a claqué en plein mois de juillet l'année dernière. Et qui a foutu l'année dernière, voilà. Et ouais, non mais enfin en fait. Cette année ou l'année dernière? Je sais, moi je sais pas. C'est possible que ce soit cette année. Ah non, cette année c'était autre chose, mais dans le même genre. Mais sur le principe, en fait, cet argent-là, les 18 millions, tu mets ça pour quelque chose qui est utilisé fréquemment, enfin tout le temps, en fait, tous les jours. Ok. Et 18 millions pour un truc où en fait les gens, c'est bon, ils se sont habitués à ce qu'il n'y ait plus de ligne. Donc ils sont en voiture, ou ils sont près de chez eux, ou ils sont démarrés autrement, quoi. Enfin bref. Excusez-moi, on raconte notre vie. Et du coup, en fait, là, on en vient à la base des mots. J'écoute, tu peux participer. En fait, ça, hôpitaux aussi, Oui. Ouais, bah, je vais mettre hôpitaux comme ça. La poste. Les militaires. Attends, je suis sûr d'oublier quelque chose. Toutes les personnes en fait. Parce que l'État doit s'occuper de tout le monde quand même. J'ai envie de dire tout le monde. Les services publics, ouais, en général. C'est ça. Et j'ai envie de rajouter les générations futures. Parce que l'État, il ne doit pas juste gérer le peuple qui existe, entre guillemets. Il doit aussi préparer. Pas préparer les vaccins. Non, les générations futures. Et c'est ce qu'il fait de moins en moins. C'est ça. Le nous d'aujourd'hui et le nous de demain. Nous, ça englobe tout le monde. Ça englobe tout le monde. Ça englobe les personnes qui sont battues pour qu'on ait des acquis sociaux. Voilà. Donc en fait,
Je suis désolée de le formuler comme ça, hein, mais bon, j'ai un crayon. Hein. La France, on va dire. Hop, hop là. Oui, bon, c'est une sorte d'être humain, d'accord? C'est pas E.T., c'est pas... Voilà. La France est un corps. Les gouvernements, ce qu'ils veulent faire, c'est démembrer. Voilà, on vous enlève un œil, on vous enlève la thyroïde, on vous enlève l'intestin, on vous enlève un pied, on vous enlève un orteil. Voilà. Stop. Moi, je fonctionne comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, pour moi, c'est ce que je vois. Tous les acquis sociaux, c'était un corps. C'est un corps, c'est beau. Et ça, derrière, c'est le plan de l'oligarchie. Détruire les nations. Ah bah c'est ça. Détruire toute structure qui permet à un peuple d'exister, de survivre, de vivre et de se développer. C'est ça une oligarchie. Bon. C'est ça un plan de l'oligarchie. Ah, en tout cas, bon bah on va laisser les gens cogiter sur une petite note d'humour. Hein. Faut mieux. Donc le prochain live, on vous annoncera, on mettra une petite publication pour vous dire quand il a lieu, en amont, hein, bien sûr. Ouais. Et voilà, vous pourrez poser vos questions, on s'efforcera d'y répondre, et puis voilà quoi. Et quand on ne saura pas la réponse, on dira « je ne sais pas ». Voilà, jamais avoir honte de ne pas savoir. Exactement. Donc si vous avez envie d'anticiper ce live et de nous poser des questions, voilà, on fera un listing des questions. Ouais. En rapport à la dette, ses intérêts, peu importe quel corps, n'hésitez pas. Même si c'est l'armée, même si c'est... Voilà, si on peut trouver les infos pour vous répondre, on s'efforcera de le faire. Et si on ne sait pas, on ne sait pas, mais voilà. On fera par rapport à ce sujet-là. Je me permets d'avancer le fait que je ne vais pas prendre le temps de chercher des réponses sur pourquoi le shampoing me pique les yeux. Voilà, je suis désolée. Hein. Pas ça mixe à bébé à la limite, mais enfin... Ça parle plus, mais... Voilà, pas de hors-sujet. Par contre, si le lait douche vous pique les yeux, posez-vous des questions. Ça suffit, hein. Vous avez peut-être confondu... Enfin bref. Bon. Bonne soirée, citoyens. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Allez, petite vidéo quand même. Moi, j'aime bien. Faut rigoler quand même. Ça y est, je suis président. Et non, je te suicide dans un parking. Oh mince. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. Joker, immunité parlementaire. J'aurai ta peau, tous les coups bas sont permis. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Oh mince, j'ai besoin de 100 millions. Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, J'aurai ta peau. Un jeu Fernand Satan.